C'est avec le même plaisir que je vous retrouve, chers fidèles de la télévision Renaissance. C'est le rendez-vous du journal en français de ce vendredi 17 juillet 2020. Les titres pour démarrer. Ce vendredi 17 juillet, la journée de la justice pénale internationale qui commémore l'anniversaire de l'adoption du statut de Rome, le traité fondateur de la Cour pénale internationale. Pour les avocats des familles des victimes de la crise burundaise, la justice pour les crimes graves suit son chemin malgré les défis de collaboration avec le Burundi. Et les autorités tanzaniennes n'ont pas intérêt à ce que la situation se stabilise au Burundi. La raison est qu'il y a un groupe de gens qui tirent énormément d'intérêt. Vous suivrez au cours de cette édition les explications du porte-parole de la coalition de l'opposition, Sefor Arusha. Et l'Office rwandais d'investigation a présenté ce vendredi 57 hommes issus des groupes armés opérant en République démocratique du Congo qui ont l'intention de déstabiliser le Rwanda. Un groupe de suspects, un des suspects plutôt de grade de colonel dans le groupe armé FLN a avoué que le ravitaillement en munitions se faisait à partir du Burundi. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Les autorités tanzaniennes n'ont pas intérêt à ce que la situation se stabilise au Burundi. La raison est qu'il y a un groupe de gens, dont l'ancien président Jakaya Kikwete, qui tire énormément d'intérêt. L'explication est d'Emmanuel Ndereimana, porte-parole de la coalition de l'opposition Sefor Arusha. Il l'a dit dans l'émission Club de la presse animée par Franck Ekaze. Il y a des explications. Il y a une explication politique, il y a aussi une explication économique. Parce que les gens qui tiennent les rênes du pouvoir, pourquoi la Tanzanie est toujours là pour les conseiller, pour les guider, c'est parce que, souvenez-vous très bien, parce qu'au Burundi, le commerce du pétrole, en grande partie, le financier, son business n'est pas... Le carburant au Burundi n'est pas un business des Burundais, c'est un business de certains Tanzaniens, dont l'ancien... Et on parle particulièrement de Jakaya Kikwete, voilà, l'ancien président. Interpétrol. Exact. Alors, vous comprenez que quand il y a problème d'argent, ils sont prêts à tout. Parce que si les autorités changent au Burundi, ils ne sont pas sûrs que les autorités qui vont suivre vont leur donner terrain libre pour ce business. Alors, vous comprenez. Alors, ils doivent tout faire pour les maintenir. C'est pourquoi ils sont en train de chercher à montrer qu'au Burundi, c'est stable en fermant les camps de réfugiés et pousser les réfugiés à rentrer de force, pour chercher une petite crédibilité pour le Burundi au niveau de l'opinion internationale. Alors que les réfugiés, vous avez appris même cette semaine ou la semaine passée, ceux qui se sont hasardés à retourner au Burundi vers Makamba. Les Imbonerakure ont tué au moins 2. Donc il les attendait. Il les attendait. Vous comprenez? Alors, les réfugiés sont entre le marteau et l'enclume. Et la Tanzanie qui les chasse, et les Burundais qui les attendent avec le marteau pour taper sur la tête. Alors, tout ça, ça aboutit à quoi, si vous regardez de très près, la Tanzanie ne veut pas perdre le commerce du carburant. Bon, si je parle de la Tanzanie, peut-être que j'engage tout le pays, mais il s'agit d'une poignée de personnes. Une poignée de personnes, donc qui étaient comme le représentant. Mais Emmanuel, est-ce que ceci peut expliquer l'échec du processus de dialogue interburundais? Bien sûr, parce que s'il y a dialogue et que le pouvoir est entre les mains de tous les Burundais, toutes tendances, vous comprenez qu'il y a des réseaux de corruption, de ceci ou cela qui venaient pour l'avantage d'une poignée de personnes en Tanzanie et une poignée de personnes au Burundi qui risquent d'avoir des obstacles. Alors, ils ont intérêt à ce qu'on reste dans ce petit jeu de non-paix, insécurité galopante et tout. Et entre-temps, ils font leur business au dos des Burundais. La communauté internationale doit se lever pour ramener la Tanzanie à l'ordre afin de ne plus persécuter les réfugiés burundais. L'appel est de Désiré Hatungimana, rédacteur en chef de la radio Nzambarate Kakawe. Désiré Hatungimana était également invité dans l'émission Club de la presse. Ici, il ne cache pas son désespoir face à une situation qui s'empire au jour le jour.
C'est alarmant parce que si on regarde la situation de nos frères et sœurs réfugiés en Tanzanie, la Tanzanie viole carrément la loi. Parce et le droit international de protection des réfugiés. Oui, notamment. parce que les réfugiés ont des lois qui les protègent. Et la Tanzanie n'a aucun droit de refouler ces réfugiés parce que c'est interdit par la loi. Quand tu as ratifié, ils sont maltraités. Souvent, on entend les maisons détruites, on entend le commerce arrêté, on entend que tout s'arrête chez les réfugiés. Et la Tanzanie le fait en violation de la loi. Que faut-il faire, Désiré, dans ce cas? Dans ce cas, il faut qu'il y ait respect de la loi et il faut que la communauté internationale, je dis l'ONU parce que l'OACR est du ressort de l'ONU, qu'il tape sur la Tanzanie. Mais ça fait quand même longtemps qu'on en parle, ça fait des années que la radio Inzamba en parle et d'autres médias en exil en particulier en parlent. Vous avez espoir que cela puisse effectivement se produire? Je suis pessimiste parce que la Tanzanie, si on regarde comment elle se comporte, elle ne veut pas les réfugiés burundais sur son sol. Et si la communauté internationale, l'ONU n'est pas capable de convaincre la Tanzanie de respecter les lois qu'ils ont signées, et je pense que la situation va perdurer et au désavantage de nos frères et sœurs réfugiés burundais en Tanzanie. Le journal poursuit. Le 17 juillet de chaque année, le monde entier célèbre la journée dédiée à la justice internationale. Une journée qui arrive au moment où le Burundi s'est retiré du statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale. Pour Maître Lambert Ligarura, président de la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale, la justice pour les crimes graves qui continuent à se commettre au Burundi en toute impunité suit son chemin malgré le refus du Burundi de collaborer avec cette Cour. Suivez. Il est vrai que cette journée arrive au moment où le Burundi s'est retiré du statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale. Ça arrive également au moment où les crimes qui relèvent du droit international continuent à se commettre en toute impunité. Mais cela étant, ce qui est important, c'est que la Cour a déjà commencé à documenter ces crimes. Les organisations de la société civile, la commission d'enquête des Nations Unies font un travail extraordinaire. Aujourd'hui, le régime a changé, mais le système est resté. Et cela veut dire que le régime du Burundi ne va pas accepter de coopérer pour livrer ceux qui sont soupçonnés d'avoir commis des crimes. Mais comme je l'ai toujours dit, si ce n'est pas possible de poursuivre les auteurs en suivant le principe sacré, la collaboration, cela n'empêchera pas la Cour à appliquer d'autres mécanismes, surtout d'emprunter d'autres voies pour arriver à réprimer ces actes, mais aussi à faire répondre aux auteurs des crimes les actes qu'ils ont posés. En pas justice, c'est la culture d'impunité qui est à la base des atrocités qui s'observent au Burundi. C'est la lecture du juriste Méthode Ndikuma Sabo après un bilan de l'organisation Fokode sur les massacres perpétrés dans seulement 3 semaines après l'investiture du nouveau président Évariste Ndayishimiye. Selon Méthode Ndikuma Sabo, aussi le président manifeste sa volonté de mettre fin à ces atrocités. Personne ne désobéirait. Il prévient les auteurs de ces crimes qui jouissent aujourd'hui de l'impunité qu'ils finiront par répondre à leurs responsabilités. Suivez-le, il a été joint par téléphone. Pour moi, la cause principale est la culture d'impunité qui persiste. C'est d'ailleurs ce qu'on observe partout dans le monde. L'impunité fait le lit du crime, comme on dit. Il faut donc chercher à savoir pourquoi cette culture d'impunité persisterait au Burundi. Pour moi, il y a 2 hypothèses à cela. Ce qui est en revanche utile de préciser est que les défaillances de protection de ces droits fondamentaux de l'homme ou leur violation engagent soit la responsabilité de l'État, soit la responsabilité pénale des auteurs. La première hypothèse serait la volonté délibérée du système de gouverner par la terreur. Et cela ne peut pas se faire sans l'aval des personnes les plus influentes dans ce système. Il resterait évidemment à savoir c'est qui exactement qui est influent dans le système.
Moi, je dirais qu'il ne faut pas nécessairement l'allier au fait que certains hauts cadres de la police occupent aujourd'hui des postes encore plus élevés dans le cercle proche du président. Toute personne normale comprend l'obligation de respecter, par exemple, la vie ou l'intégrité physique d'autrui. Il n'y a que les mineurs et les fous qui sont excusables. C'est d'ailleurs pour cette raison que tous les regards et toutes les sollicitations, de la part notamment des organisations de défense des droits de l'homme, internes ou internationales, sont dirigés vers le président. C'est parce que c'est lui qui a la possibilité de faire cesser toutes les violations du moment qu'il en a la volonté. Avant de finir, faire un clin d'œil à qui veut comprendre. Il arrive bien souvent que la justice tombe en panne dans les pays en conflit ou sortant d'un conflit. Mais le temps finit généralement par rendre dignité, peut-être de manière imparfaite, aux victimes. Il faut donc donner le temps au temps. Il y a plein d'exemples dans le monde. Prenons par exemple dans des pays d'Amérique latine, d'Afrique comme le Libéria, la Sierra Leone, ainsi de suite. Et même au Burundi, vous vous rendez compte qu'on parle encore aujourd'hui des événements de 1972 et timidement des événements de 1993 et bien d'autres dates. Donc, avec le temps, la justice revient un jour à la surface. Poursuivant son journal, les réfugiés burundais continuent d'exploiter leur talent dans les pays d'exil. Exemple de deux agronomes qui ont créé une pépinière de fruits dans la région de Rouillé, c'est au sud du Rwanda voisin. Ils espèrent avoir, avec cette activité, refaire leur vie en exil. Reportage signé Denis Ndaikengruki. Nous sommes dans le district de Rouillé, au sud du Rwanda. Des réfugiés burundais, Eric Kabwati et Joseph Burakeye, ont uni leurs forces pour créer cette pépinière de fruits, principalement des citronniers et des avocats. Un métier qu'ils connaissent bien car ils exerçaient le métier d'agronome lorsqu'ils étaient encore au Burundi. À ces fruits, Eric et Joseph comptent multiplier des orangers et des mandariniers en passant par le système de greffage comme l'indique Eric Kabwati. Nous sommes au nombre de deux, tous agronomes. Nous sommes mis ensemble pour réfléchir, en fait, de trouver de quoi faire ici. C'est à cette année-ci que nous avons reçu une petite somme d'argent pour commencer ce projet que vous voyez ici. Nous avons multiplié les citronniers et les avocatiens. Mais les citronniers que nous avons multipliés, ce ne sont pas eux qui seront le produit que nous voulons. Nous voulons des orangers et des mandariniers à la fin, en passant par le système de greffage. Mais comme les citronniers, ce sont les porte-greffes, c'est cela que nous avons multiplié là-bas. Les avocats que vous voyez ici, on collecte les noyaux d'avocats partout et on les plante là-bas. Après X temps, quand ils atteignent une certaine taille, on va faire le greffage sur la variété que nous allons préférer. Par exemple, il y a les variétés Hass, Fuerte, Choquette. Ça dépend de la variété que nous allons préférer à produire, ou bien une variété que la population aime beaucoup. Ici, on nous a dit que la variété qu'ils aiment, c'est la variété Hass et Fuerte. Alors, après X temps, nous allons greffer en passant par le système de greffage. Joseph Burakeye, son coéquipier, indique qu'à côté des fruits, ils ont préféré ajouter l'eucalyptus, un arbre qui est beaucoup sollicité au Rwanda. Twarashoboye no kwiyumvira gukora projet y'imikaratusi kugwiza. On a aussi associé à ce projet l'eucalyptus dans le cadre de multiplier l'arbre. On a déjà commencé cette activité. Dans ce groupe, on nous dit qu'ils ont besoin de plus d'arbres. Il y en a même des visiteurs qui nous ont dit qu'ils ont besoin même d'1 million d'arbres. Mais on se heurte toujours sur le moyen. C'est pourquoi, dans son plan, on a pensé à produire 50 000 arbres. Cette activité a été une aubaine pour Emmanuel Shimimana qui a pu trouver un emploi. Il ne cache pas sa fierté. Mwakazi nkora ndashima
ndabona ibyo gufungura. Dans son travail, je n'ai pas de soucis. Je parviens à trouver de quoi à manger. Je suis capable de payer le loyer. En même temps, je suis en train d'apprendre un métier. Lorsque je serai de retour au Burundi, je pourrai créer mon propre activité. C'est vraiment une chose qui me donne la fierté. C'est génial en exerçant son propre métier. La création de ces pépinières arrive au moment opportun car le gouvernement rwandais prévoit l'implantation d'une usine de fabrication d'huile à base d'avocats dans ce district d'Ohouye. Notons aussi que dans son programme de lutte contre la malnutrition, le gouvernement rwandais préconise de distribuer un arbre fruitier à chaque ménage. Eric et Joseph ne manqueront donc pas de débouchés pour les arbres et les fruits. Merci à Denis Daïkenguru qui est, je vous le disais dans les titres, l'Office rwandais d'investigation a présenté aux médias ce vendredi 57 hommes issus des groupes armés opérant en République démocratique du Congo qui ont l'intention de déstabiliser le Rwanda. Le porte-parole de RIB, Bahorera Dominique, a déclaré aux médias que les suspects étaient accusés de crimes terroristes, notamment la formation d'un groupe armé illégal et le meurtre suivi. Bureau d'investigation a attrapé 57 personnes qui sont dans des mouvements rebelles dans les forêts du Congo. Ceux qui ont été attrapés font partie dans des mouvements différents. 26 assaillants de P5, 5 de Rudurunana, 7 de FDLR Foka et 14 autres de MRCD FLN. Ils font partie dans des différents groupes. Parmi eux, il y a 5 généraux, 3 colonels, 2 lieutenants-colonels, les capitaines et les hommes de troupes. Ils sont accusés de différents crimes comme créer des mouvements rebelles, les crimes du terrorisme, la tuerie et autres. On fait les enquêtes sur les informations qu'ils nous ont données pour voir s'il y a les preuves suffisantes de ce qu'ils ont dit. Chaque personne, où qu'elle soit, qui fait partie de cette attaque, elle sera poursuivie et elle sera jugée en suivant les preuves qu'on aura. Un des suspects du grade de colonel Nizeimana Mark du mouvement rebelle FLN a avoué que leur ravitaillement en munitions se faisait à partir du Burundi. Suivez. En date du 15 novembre 2019, au Karehe, il y a eu des attaques de FDRC contre les soldats FLN. On était à Rutare, Nazitindiro. On a fui vers les collines de Uvira. Arrivé à Uvira, je suis allé au Burundi pour apporter des armes. Et j'ai passé à Rubirizi et je me suis décidé d'aller retrouver mes assaillants à Kibira. Mais on m'a attrapé quand je traversais Rusizi. Et en bref, avant de clore cette édition, rappelons que les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisent ce vendredi 270 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndiroussa, Terence Mozenzi et Jide Arimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Merci pour votre attention. C'est ce qui prend fin cette édition. Passez un excellent week-end chez vous. Au revoir.